Ces dernières années, les adaptations de jeux vidéo ont commencé à devenir monnaie courante. Certains estiment qu'elles deviennent de plus en plus bonnes, et c'est vrai, bien qu'il soit bon de rappeler que les motivations premières n'ont jamais changé. Le pognon. Mais dire que les adaptations de jeux vidéo étaient autrefois systématiquement ratées est également une réalité. Beaucoup réutilisent l'exemple Super Mario Bros de 1993, qui est un cas d'école si fort qu'il a causé la fracture, artistiquement parlant, entre l'Occident et l'Asie à lui tout seul à partir d'une simple collaboration créative. Il aura fallu une bonne trentaine d'années pour voir Nintendo accorder à nouveau sa confiance envers les Américains afin de donner une nouvelle version d'un Super Mario Bros au cinéma. Et en l'espace de 2 films, on est passé de la pire à la meilleure adaptation d'un jeu vidéo. C'est fou, hein. À chaque fois, ça me... Mais que s'est-il passé exactement avec cette version de 1993 pour provoquer un aussi gros séisme? Et surtout, est-ce qu'il méritait une si mauvaise réputation? Eh bien, je n'en suis pas certain et nous allons développer tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime. Tandis que le nouveau film Super Mario Galaxy arrive à grands pas, je me suis dit qu'il était temps de revenir sur son némésis. Un film de science-fiction américain réalisé par le couple Rocky Morton et Annabelle Jankel, dont leur premier film fut Mort à l'arrivée de 1988, et le second et surtout dernier, Super Mario Bros de 1993. Leur première œuvre, Mort à l'arrivée, n'aura finalement jamais aussi bien porté son nom. Super Mario Bros de 93 est sorti l'année de ma naissance et que je le veuille ou non, il représente un gros morceau de mon enfance. Il s'agit du premier et dernier film en prise de vue réelle adapté de la franchise vidéoludique Super Mario Bros, puisque le second, sorti en 2023, est en animation 3D cartoon. Il a été lancé après que la production ait obtenu les droits de la franchise Mario auprès de Nintendo, ce qui est quand même vachement surprenant de la part d'une enseigne qui fut si capricieuse avec les droits déjà à l'époque, puisque la firme a filé carte blanche au créateur de ce projet de long métrage. Le tout s'est vendu comme une comédie satirique dans la veine des succès de l'époque, du type SOS Fantôme, Retour vers le futur ou encore, et surtout, Total Recall. Beaucoup ne le savent pas, mais cette vidéo n'est en réalité pas la première que j'ai faite sur ce film. En effet, avant la reprise de ma chaîne fin 2019, il s'avère que j'avais déjà créé une capsule sur ce long métrage, à une époque où très peu de francophones en avaient parlé. C'était la période où je me battais contre les droits d'auteur de YouTube, où je débutais complètement dans le développement des chroniques. En bref, eh bien c'était pas ouf ce que je faisais. Et par le plus grand des hasards, je vous jure que cette anecdote est réelle, une semaine pile poil après avoir créé ma vidéo toute pourrie sur ce film, alors que, je le rappelle, quasiment personne n'en avait parlé, qu'est-ce que je vois arriver sur jeuxvideo.com? Je vous jure que c'est réel. Je vois arriver la première vidéo de Cross de Karim Debache. Salut les campeurs et oh les cœurs, c'est Karim Debache pour une nouvelle chronique, une toute nouvelle chronique qui va vous parler de cinéma. Comme par hasard sur ce film. Ce qui signifie qu'après avoir sorti ma vieille vidéo toute pétée, on a un Karim sauvage qui sort des buissons, de sorte à me marquer une victoire par KO en mettant une claque à l'internet français tout entier. J'étais à la fois très énervé et impressionné, car c'était la première fois de ma vie que je regardais une vidéo chronique avec un fond. C'est pourquoi je dois rendre à César ce qui est à César en précisant qu'il y a eu un avant et un après Crost. Ces derniers mois, j'ai pris la décision de dégager les vieilles vidéos problématiques de ma chaîne. Et ma vidéo datée sur Super Mario Bros en faisait partie. Non pas parce qu'elle contenait des propos dérangeants, mais plutôt parce qu'elle était... comment dire... Elle était... nulle. Voilà. C'était nul. Elle était nulle, gênante, méchante, parce que oui, c'était une époque où pour marcher, il fallait faire du trash talk. Donc j'essayais bêtement de faire comme les autres, c'est-à-dire insulter, agresser un film, tout en cachant derrière ça une vérité terrible. Le fait que ce film fasse partie de mon enfance, et qu'en réalité, j'avais beaucoup de sympathie envers ce dernier. Je l'ai donc trahi en faisant cette vidéo, je l'ai poignardé dans le dos. Moi je vous le dis, clasher ce film aujourd'hui, c'est un petit peu comme s'en prendre à un animal blessé, et ce n'est absolument pas ce que je recherche aujourd'hui. En revanche, je pense qu'il serait plus intéressant d'analyser cet étrange projet qui a donné naissance à une adaptation aussi mauvaise. Est-ce l'une des pires adaptations de jeux vidéo existantes? Sans aucun doute. Mais est-ce également aussi mauvais qu'on le dit? Eh bien, je n'en suis pas tout à fait sûr. Et nous allons voir pourquoi.
Alors profitez bien de la musique qu'on entend et des pixels car c'est finalement le seul véritable rapport avec les jeux. Là où nous pensions que les dinosaures avaient disparu, ces derniers ont en réalité survécu sous terre. Lorsque l'Homo sapiens est devenu l'homme, le dinosaure a lui aussi fini par évoluer en humain mais avec des coupes de cheveux dégueulasses et dont les femelles possèdent des mamelles comme des mammifères alors que je sais pas, ça ne devrait pas être le cas normalement. Enfin... bizarre. Je sais que mon observation de gros pervers m'a poussé à une réflexion, mais quand même, je veux dire, les seins, c'est un truc à nous normalement. Enfin nous, vous m'avez compris. Leur tranquillité est bouleversée lorsqu'un tyran cherchant à asseoir son pouvoir enlève Daisy, une jeune archéologue. Aujourd'hui encore, personne ne comprend pourquoi ils ont choisi le personnage de Daisy et pas Peach. Alors j'imagine qu'ils ont fait ça pour son côté garçon manqué, mais étant donné que le reste des personnages n'a rien à voir avec les jeux, je veux dire on n'était plus à ça près. Dans tout ça, les frères Mario, deux plombiers, se retrouvent alors entraînés dans cet univers caché sous terre afin de la secourir et de contrecarrer les plans du méchant Bowser. Le film va instaurer tout un concept de dimension parallèle pour justifier la transition entre notre monde et celui qu'on connaît tous, évidemment, celui de Super Mario Bros. Ah, là on reconnaît bien, hein? Et en revoyant cette production pour me préparer à cette vidéo, j'ai été surpris de voir que rien que ce concept de dimension parallèle, à lui tout seul, est très mal exploité dans l'histoire. Selon moi, expliquer que les dinosaures n'avaient pas tous disparu et que ces derniers avaient créé une civilisation tout entière sous la Terre était largement suffisant pour justifier cet univers. D'autant que la direction artistique se veut très glaucos, et ce justement pour donner l'impression qu'on vit sous terre à la Demolition Man. Si encore ça nous avait permis de justifier un monde féerique comme celui des jeux vidéo, ça aurait été compréhensible, mais ce n'est même pas le cas. Et je suis prêt à parier que les scénaristes eux-mêmes n'avaient absolument pas cette idée en tête avant de lancer le processus de création. Et quelle n'a pas été ma surprise d'apprendre que les réalisateurs avaient cette fâcheuse manie de changer les scripts à la dernière minute avant chaque tournage. Le plus ironique, c'est que ce procédé scénaristique a justement été réutilisé dans la version 2023, pour les raisons que j'ai citées ici. Et comme je m'y attendais, ça marche beaucoup mieux. Mais il faut noter le cœur du film, la relation entre les deux frères qui est vraiment efficace. Ils ont de bonnes punchlines, ils vont remettre en question leurs compétences de plombier tout du long, bien que ça reste très linéaire car on ne retrouve jamais d'accroche ou d'embrouille entre eux. Évidemment, ce film est ultra caricatural, les personnages ont donc un comportement totalement invraisemblable. Genre le PDG d'une entreprise de travaux qui menace ouvertement en public d'enlever quelqu'un. Vous savez qu'il y a un tas de jeunes filles qui disparaissent ces temps-ci. Soyez prudente, ça pourrait vous arriver. Oui, non, je ne pense pas, non. Non mais regardez sa tronche en plus. Ou encore ce passage où Mario incite son frère Luigi à inviter Daisy à dîner. Jusqu'ici, c'est normal, ok? On s'imagine quoi la scène d'après? On s'imagine un dîner romantique entre les deux individus. Le rencard classique, le date. Sauf que la scène d'après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Mario et sa compagne se ramène avec lui. Mais c'est trop bizarre, mais enfin qui fait ça? En plus la scène est hyper malaisante car on voit Luigi et Daisy se draguer mutuellement avec le frangin qui mate la scène. Mais ça n'a aucun sens. Et regardez la tête de Mario en plus. Non mais un peu de plus, il va observer son frère gérer la situation au plumard. Faut dire que mon frère se débrouille plutôt bien, hein. Ginette, vous savez comment il se débrouille Luigi? Et des scènes comme ça, il y en a tout un tas. Genre Mario qui se laisse draguer par Bertha, la Bertha, celle-là, transformée ici en videuse de boîte SM, alors que Mario a déjà visiblement quelqu'un. Cette dernière se tourne d'ailleurs du côté des gentils sans aucune raison apparente, en plus de se faire berner par Mario. Je sais pas, la logique aurait voulu qu'elle soit plutôt en colère, mais non. Bon, je ne vais pas vous citer toute la liste, mais pour faire simple, c'est quand même pas super bien écrit. Il y a d'ailleurs toute une obsession autour du cul dans ce film, jusqu'à choisir une actrice particulièrement voluptueuse pour jouer la petite amie de Mario. Alors cela dit, j'en suis ravi. Mes yeux remercient ce choix de casting, d'autant plus qu'on nage dans l'univers de la demoiselle en détresse, de quoi faire rêver la néo-féministe d'aujourd'hui. Et je crois que c'est pour ça que j'ai pris plaisir à revoir ce film, parce que oui, j'ai pris énormément de plaisir à le revoir. J'aime bien ce ton naïf et bienveillant qu'on a eu beaucoup de mal à retrouver pendant la période 2000 à 2020. On a eu besoin de voir de l'obscurité partout, avec des tons très macabres. Malgré tout ce décalage avec notre réalité, voir tous ces personnages garder constamment leur sérieux pousse les gosses
à passer un moment pas si désagréable. En revanche, pour ce qui est du spectateur un peu plus grand, un peu plus adulte, c'est une autre paire de manches. Car les méchants sont insupportables, principalement les sous-fifs de Koopa, littéralement des méchants dessins animés. Dennis Hopper, bien tout le respect que j'ai pour lui, est dans un surjeu effroyable du début à la fin, aux côtés de Fiona Shaw qui en fait des montagnes. Et avec ça, en revoyant le film pour ma vidéo, je me suis rendu compte que la dernière partie devient clairement mauvaise. Franchement, il n'y a pas grand chose à sauver. Le rythme était freiné, l'enjeu basé sur la fusion des dimensions parallèles est ultra bâclé. Tout se déroule en une seule scène de quelques secondes. Raison de plus pour dire que ce concept était parfaitement inutile. Et le tout se conclut dans une zone moche faisant vaguement référence à n'importe quel type de jeu vidéo. Afin de vous montrer qu'on est bien sur un film de jeu vidéo et non pas une adaptation de jeux vidéo. Par exemple, les frères utilisent le Super Scope que Nintendo avait commercialisé pour sa Super NES. Toute cette dernière partie nous montre bien à quel point le tournage a été un cauchemar pour l'équipe du film. Parce que oui, le tournage de ce dernier fut une catastrophe, étendu à une quinzaine de semaines au lieu de 5 à 10. C'est pour ça que le budget fut aussi gourmand pour un visuel aussi décevant. Mais comme vous l'avez compris, nous étions sur un blockbuster avec un casting exceptionnel, Bob Hoskins, Dennis Hopper, Fiona Shaw, John Leguizamo. J'ai fait exprès de vous le citer en dernier, car je trouve son cas particulièrement intéressant quand on le compare à notre époque. Il s'avère que faire rentrer cet acteur était très délicat, dû à ses origines colombiennes. Aujourd'hui, non seulement ça n'aurait posé aucun problème, mais ça aurait été au contraire encouragé, suite à l'ère wokiste. Or, encore aux années 90, c'était chaud cacao de diversifier un casting en tête d'affiche sans justificatif solide chez certaines productions. Pourtant, John Leguizamo n'est physiquement pas si éloigné d'un italien, en plus de porter un accent latin. Comme quoi, notre époque est passée d'un extrême à un autre avec l'ère DEI, et j'avoue que c'est quand même amusant de le noter, et j'espère qu'on finira par trouver un bon juste milieu. Parce que oui, messieurs les producteurs, vous savez qu'il existe un monde entre les deux. C'est pas qu'on a moins de blé, c'est qu'on a plus un radis, oui. Il m'aura fallu pratiquement 30 ans pour comprendre que le pinard que Luigi se colle sur le visage au début du film est censé faire référence au portail de la dimension parallèle dans laquelle on voit Daisy. Voilà. Vous me remercierez plus tard. Je trouve ce film très intéressant à observer, car il nous permet de voir comment certains s'imaginaient l'univers de Mario bien avant les différents codes graphiques qui ont évolué dans l'univers au fil des jeux, notamment sur GameCube. Mais ça n'enlève pas le fait que je ne comprends pas comment ils ont pu s'imaginer un univers dystopique en partant de ça. À quel moment tu t'imagines que les champignons sont en fait une sorte de choucroute géante? Cela dit, ne soyons pas dupes, c'est principalement parce que les producteurs voyaient qu'il y avait un billet à se faire sur la hype d'un Total Recall sorti en 90 qu'ils ont décidé de transformer Mario en ce genre d'univers bizarre. Faire de l'argent en utilisant une franchise connue pour la transformer en quelque chose qui a déjà marché au cinéma? Ça me rappelle quelque chose, ouais. Mais ça me rappelle une époque qui a repris une franchise connue pour la matcher au monde moderne, mais je n'en suis pas sûr. Super Mario Bros de 1993 représente exactement le même type de décalage. Genre la mamie badass qui se fait soulever en public par Bertha, c'est du Total Recall. Si les jeux vidéo Resident Evil étaient sortis 10 ans plus tôt, ils auraient été adaptés façon Total Recall. À la place, les jeux sont sortis après 96, donc quand ils sont arrivés au cinéma, ils ont été adaptés façon quoi? Ils ont été adaptés façon Matrix, ce dernier étant sorti en 99. C'est triste, mais avant la démocratisation internet, c'est comme ça que fonctionnaient les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Les effets spéciaux, quant à eux, sont... ils sont ce qu'ils sont. Vieux. Tout le monde se moque de cette scène de chute à Nanarland, mais il faut reconnaître que quand j'étais petit, ça faisait son effet. Ou encore cette scène... Trauma d'enfance. Voilà, je vous le dis, moi, ce genre de truc, ça me faisait peur. En fait, tout le film me faisait peur. Genre cette scène... On peut dire qu'elle laisse sa marque sur le monde, hein? Ou même le fait d'avoir transformé le roi en choucroute géante qui se répand partout dans la ville, mais c'est effrayant comme concept. Concernant le design des costumes, je me souviens quand j'étais petit, le simple fait que Luigi ne porte pas de moustache et mette sa casquette à l'envers m'avait énormément troublé. Je me souviens également avoir été très frustré que les costumes designers n'aient pas eu le bon goût
de mettre Mario en rouge et Luigi en vert lorsqu'ils entrent dans la boîte de nuit. Certes, ils enfilent leur costume principal la scène d'après, mais je trouve que ça aurait fait une excellente transition. Et c'est toujours en revoyant ce film pour me préparer à cette vidéo que je me suis rappelé que ce mec qui se fait désévoluer est censé être Todd? Qu'est-ce que c'est bizarre? Ce film est bizarre. Vous vous souvenez de ce passage dans les jeux où Todd se fait transformer en ça? Le fait d'avoir converti Yoshi en dino froid et dégueulasse n'était finalement que la continuité logique. Le plus marrant, c'est qu'ils ont quand même eu l'intelligence de lui faire utiliser sa langue comme dans les jeux. La musique, quant à elle, a été composée par le génialissime Alan Silvestri, qui a un CV si grand que c'est impossible pour moi de tout vous citer, si ce ne sont les films Avengers, pour les plus connus, et ça, eh bien, personne ne vous le dira. Car les gens sont trop occupés à taper sur ce film parce qu'il ne ressemble pas à Super Mario Bros. Mais moi, je vous le dis, la musique de ce film est culte. Et pour revenir sur mon expérience personnelle, le tout s'était terminé sur une fin ouverte où Daisy débarque en mode Sarah Connor, une fin qui m'avait rempli de frustration car nous n'aurons jamais la suite de l'histoire, ou presque. Parce que oui, ce film est devenu si culte avec le temps qu'il a malgré tout fini par voir une suite sous forme de BD fanfiction facilement trouvable sur internet. C'était donc Super Mario Bros de 1993 et j'adore ce film, voilà, je le dis. Même si nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un nanar à côté de son sujet, il n'en reste pas moins une pièce parfaite pour l'histoire du cinéma. Une pièce dans laquelle tout le monde trouvera son compte, quitte à en tirer des leçons. Je crois que je préfère largement ce genre d'adaptation ratée aux films Resident Evil, les films de Paul W.S. Anderson par exemple. Parce que le film Mario nous montre en permanence que les créateurs connaissent les jeux via des clins d'œil dans chaque scène, alors que le premier film Resident Evil a été conçu par des gens qui n'avaient aucune idée de ce à quoi ressemblent les jeux, les clins d'œil étaient maladroits, voire carrément en décalage avec l'œuvre initiale. Je déconne. C'est évidemment exactement la même merde. Comme je vous l'expliquais, les adaptations de jeux vidéo étaient systématiquement comme ça autrefois. Mais comme beaucoup l'ont constaté, les choses ont changé. On remarque que ces 10 dernières années, les adaptations de jeux vidéo en film ou en série se sont grandement améliorées et ce pour deux raisons. Avant, tout le monde n'avait pas accès à internet comme aujourd'hui. Ce qui fait que les producteurs pouvaient aisément chier à la gueule des joueurs sans aucun compte à rendre, sans se manger le retour de bâton des réseaux sociaux. La deuxième raison, ces mêmes producteurs ont fini par comprendre que respecter une œuvre était finalement profondément plus rentable, car les gens reviennent toujours en parlant positivement du projet autour d'eux. Sonic, Fallout, Warcraft aussi, hein. Alors l'exemple n'est pas bon puisque le film n'a pas été rentable, mais des gens aiment Warcraft, le film en tout cas. Aujourd'hui, le public a les yeux en permanence sur le développement d'une production, ce qui a une influence directe sur le résultat, pour le meilleur et pour le pire aussi. En résumé, est-ce l'une des pires adaptations de jeux vidéo existantes ? Sans aucun doute. Mais est-ce également un aussi mauvais film qu'on le dit? Eh bien, je n'en suis pas certain. Celui-ci n'était simplement pas destiné à être un film Mario. Avec un budget conséquent de 42 millions de dollars, il n'est même pas parvenu à atteindre son budget de base. C'est un bide démentiel mais explicable quant aux dégâts du bouche à oreille. Et c'est justement cet échec qui a poussé Nintendo à couper les ponts avec l'Occident jusqu'à 2023 et encore, car cette dernière version a été supervisée par la firme pour s'assurer que l'univers soit respecté à la moindre virgule et le résultat est là, c'est foutrement fidèle. En tout cas ce film, je l'adore, c'est un nanar, il pue les années 90, l'époque de mon enfance, et comme tout bon nanar, on passe toujours un très bon moment quand on sait à quoi s'attendre.